Bref, on va commencer le sujet. Sans attendre, c'est parti. Voilà. Inutile de faire durer le suspense. La France a encore une fois montré sa grande valeur aux yeux de toute l'Europe et aussi du monde. La France devient deuxième exportateur mondial d'armes. Cocorico, félicitations Yvan, félicitations vous tous. C'est un travail d'équipe. On n'y serait jamais arrivé seul. Article des Échos, daté de cette semaine, publié le 11 mars et mis à jour le 11 mars. Donc ça n'a pas 2 jours. Gobelin a raison, vive nous. La France devient le deuxième exportateur mondial d'armes. L'Hexagone a pris la place de la Russie au classement des plus gros vendeurs d'armes au monde, dévoile le dernier rapport du CIPRI. Les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé ces 5 dernières années et loin de l'autonomie stratégique, la dépendance américaine atteint un sommet. Image d'illustration, hein, on teste les vieux chars dans les déchetteries où ils pullulent. Et pourtant, on n'arrive pas à nous fournir nous-mêmes. Oui, on va y arriver aussi, ça, on va aborder le sujet. Au moins 30 pays ont livré des armes à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Début de l'article. Les importations d'armes en Europe ont quasiment doublé ces 5 dernières années. Amplifiées par la guerre en Ukraine, selon un rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié ce lundi. Entre 2019 et 2023, les importations européennes d'armes ont bondi de 94% par rapport aux 5 dernières années, aux 5 années précédentes. Une hausse liée sans surprise au conflit qui sévit depuis plus de 2 ans entre la Russie et l'Ukraine, expliquent les chercheurs de cet organisme. Le conflit sur le sol ukrainien bouleverse le marché. L'Ukraine est devenue le 4e importateur mondial d'armes, tandis que la dépendance européenne aux fournisseurs américains n'a jamais été aussi élevée. Du côté des exportateurs, la France a remplacé la Russie en tant que 2e exportateur mondial sur les 5 dernières années. Derrière, bien sûr, les États-Unis. Dévoile l'Institut. Alors que les exportations d'armement de Moscou ont diminué de plus de 53%, au total, la France et la Russie sont ainsi au coude à coude avec une part de marché de 11%, chacun du commerce des équipements militaires. Je me permets de t'arrêter 2 secondes. Là, il te parle de l'Ukraine, mais il faut savoir aussi qu'il donne énormément d'armes à Israël en ce moment aussi. Oui, oui. Qui ne parle pas dans ton article. Mhm. Qui, je pense, qui n'a pas encore été pris en compte dans les comptes. Le rapport a été publié il y a à peine 2 semaines, et il a dû être mis en place, j'imagine, au cours des 3 derniers mois. Dans Israël, c'est maintenant presque 6 mois, non? Ça va faire 6 mois. Ouais. Non, pas tout à fait. C'est plus récent. Donc je pense que c'est inclus, alors le calcul, en partie du moins avec Israël. Je dirais que ça a... Allez, on va pas dire de conneries, 4 mois. Mhm. Bref, je pense que Israël a commencé à être pris en compte, mais de toute façon, Israël, ça amplifie plus sur le phénomène des États-Unis, pas de la France. Même si la France. On livre quand même, on en avait vu. Dans le Moyen-Orient, oui. Le succès du Rafale. Les exportations tricolores sont en hausse de 47% entre 2019 et 2023, portées notamment par le succès du Rafale auprès de l'Inde, du Qatar et de l'Égypte. Voilà, j'en parlais justement. De 14 à 18, la France a exporté 23 avions de chasse d'assaut aviation, quand de 19 à 23, elle en a vendu 94, ce qui pèse pour le tiers des exportations. Comme le souligne le rapport CIPRI, la France qui tente depuis des années de vendre ses équipements à ses voisins n'y parvient toujours pas. Même au contraire. La part des ventes à l'Europe sur ces 5 années n'a même pas atteint 10%. Et sans l'achat par la Grèce de 18 avions de chasse Rafale, elle n'aurait pas atteint les 5%. Au total, 42% des exportations de la France sont à destination des États d'Asie et d'Océanie. 34% concernent le Moyen-Orient. L'Inde est de loin la première destinataire des armes françaises, représentant à elle seule 30% de ses exportations. Une dépendance européenne qui s'accroît. À l'inverse, la dépendance des Européens aux États-Unis a atteint les sommets. 55% des importations européennes provenaient directement des États-Unis sur les 5 dernières années, contre à peine 35% sur la période précédente. Et cette hausse n'est pas seulement due aux importations d'armes en Ukraine.
Plus de la moitié des importations d'armes des Européens proviennent des États-Unis. Oui. Le CIPRI note que les importations d'armes par les États européens ont fait un bond de 94% sur 2019-2023. Plus de la moitié de ces importations d'armes viennent des États-Unis, indique Dan Smith, le directeur du CIPRI. Alors que dans le même temps, l'Europe est responsable d'environ un tiers des exportations mondiales d'armes. C'est exactement ce que tu disais. C'est que la France, elle, exporte à mort, tandis que l'Union européenne, elle, veut bien des armes, elle en importe de plus en plus, mais elle fait venir ça de commerce extérieur. La France, en fait, c'est surtout grâce justement à l'avion Rafale qu'elle a une part aussi importante, parce que ça, on Parce que, parle au niveau du ouais, parce budget. que un Rafale coûte, je sais plus combien Des aussi. millions, des sommes astronomiques. Bon. Attends, faisons un petit point sur le chat. Donc, Oui, voilà. et pourtant, on n'arrive pas à nous fournir nous-mêmes. Oui, enfin, pas pour la France. La France se produit relativement. On a quand même notre FAMAS, on a quand même nos avions, on a quand même nos bateaux. Oui, mais il faut que l'armée achète. Oui, c'est ça. Or là, on parle du commerce, on ne parle pas de Oui, 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 l'armement. oui. Non, mais là, par contre, les autres pays, Mhm. là où je fais un parallèle, c'est que les autres pays ont une dépendance parce qu'ils ne produisent pas chez eux. Oui, Et où ils c'est n'ont une pas de dépendance quasi technologie. totale à ce moment-là. La France a non seulement a désindustrialisé plein de pôles, a pas l'armement. La France a conservé, voilà, a conservé son industrie de l'armement sur place. Elle n'a pas exporté cela. On désarme les civils et on n'incite pas à s'armer. Pourquoi donc? Mystère. Sommes-nous hors de prix par hasard? Ben oui, hein, la France et les armes, c'est comme Paris pour les Parisiens, c'est trop cher. Vagabond qui dit on perd le FAMAS d'ailleurs. Oui, c'est vrai, j'avais vu passer l'info. On perd le FAMAS, tu peux développer, Vagabonde? Ils arrêtent d'équiper l'armée française de FAMAS. Ils veulent les armes américaines. Carrément. Ah, il est mis de côté pour les HK allemands qui, avec le budget français, ne sont pas à la hauteur du travail. Voilà, c'est parce qu'il y a eu scission entre les intérêts de Ah, la j'aurais pensé, France. bah, le HK allemand, le problème, c'est il a un problème de précision avec cette arme. Ben, c'est ce qu'il dit, il n'est pas à la hauteur du travail. Ouais, ouais. Ça fait un bail que le FAMAS est remplacé par les HK allemands. Ben, c'est ça, la France, en plus de Parce que le produire FAMAS, il beaucoup. avait quand même cette particularité d'être quand même précis. Il avait une précision. C'était pas c'était pas la pétoire qui défouraillait. Mais par contre, elle avait une précision qui était quand même l'une des armes les plus fiables à ce niveau-là. Et produite sur le territoire français, donc si On la pouvait France, maîtriser, voilà. voilà, on maîtrise la production de munitions, la production de l'appareil en lui-même, enfin de l'arme en elle-même, il aurait été logique, dans une continuité d'indépendance et d'autonomie, de conserver sa production et son utilisation sur place. C'est juste qu'il Gobelin dit, c'est juste qu'il n'y a pas de budget pour équiper toutes les unités. Donc, il y en a beaucoup qui ont encore le FAMAS. Oui, il est resté par défaut, mais il va être remplacé progressivement. Vagabond, pas de souci de précision, mais plutôt de durabilité. Ah d'accord, le FAMAS, lui, était bien précis. Par contre, c'est une arme qui ne dure pas, c'est ça? Moi, j'avais lu un truc comme quoi, justement, le HK allemand, il manquait de précision. Peut-être qu'ils ont amélioré hein, entre-temps, mais je parle de ça, c'était il y a très longtemps. Ben, en fait, la précision de l'arme, c'est important pour un soldat qui sait l'utiliser. Un soldat qui ne sait pas l'utiliser, qu'elle tire tout droit ou qu'elle dévie d'un ou deux, c'est aussi lié à ça. Si on considère que on forme de moins en moins bien nos soldats, peut-être que par effet ricochet, on se dit qu'on va les armer de moins en moins bien, enfin, pour moins cher. Et aussi le fait que cela fait un contrat d'armement aux copains allemands, amitié franco-allemande. J'aime pas trop quand les Français et les Allemands s'échangent des munitions. C'est rarement bon présage pour l'avenir. Que ce soit par camion ou à l'unité. Il y a un article. La guerre en Ukraine est évidemment un facteur clé. Depuis son déclenchement le 24 février 2022, au moins 30 pays ont fourni de substantielles aides militaires à Kiev. L'Ukraine devenant ainsi, bien malgré elle, le quatrième importateur d'armes au monde. Mais les États-Unis bénéficient bien davantage du sursaut d'investissement européen que la guerre en Ukraine. Avec de nombreuses commandes d'armes très coûteuses, dont près de 800 avions et des hélicoptères de combat, les importations européennes d'armes resteront probablement à un niveau élevé, constate Peter Wiesmann, chercheur au CIPRI. La France devient le deuxième exportateur d'armes
Et là, on part dans les exportations mondiales d'armement sur la période 2019-2023. Les États-Unis, donc, ils dominent largement. La France passe légèrement devant la Russie parce que la Russie est aussi concentrée sur elle-même son industrie de l'armement. Elle exporte moins parce qu'elle en utilise. Ensuite, nous avons la Chine, l'Allemagne qui envoie vers la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, ouais, Israël et la Corée du Sud. Et la Corée du Sud, elle s'est spécialisée dans la technologie de pointe, si je me souviens bien, avec des véhicules blindés de nouvelles catégories. Vagabond qui dit: le problème du HK, c'est le poids qui est mal réparti. Trop à l'avant et un mécanisme qui devient dangereux pour un grain de sable vu que les matériaux sont bon marché. La qualité allemande. Dutch Qualitat. Si la France aurait voulu vraiment conserver la production complète de leur armement individuel, ils auraient fait comme la majorité des pays. Appel d'offres aux ingénieurs français, on est peut-être passé à côté d'avoir un FAMAS V2. Bah, ils avaient déjà plus ou moins développé. Bah, il y a un dispositif dans l'armée de terre qui s'appelle le dispositif Lynx, me semble-t-il, qui est justement une prolongation qui allait très bien avec le FAMAS, qui permettait en fait de mettre une caméra sur l'avant de l'arme et qui permettait en fait justement de contrôler les angles morts avant de passer sur les zones tactiques. Ah, ça c'est malin ça. Donc avant d'avancer à découvert, tu voyais déjà s'il y Tu avais avait une caméra et en fait le militaire avait aussi un œilleton qui lui permettait en fait de voir en fait la caméra. C'est-à-dire que en fait c'était un peu on était dans le transhumanisme du militaire, tu vois, dans le début. À la Ghost in the Shell. Sachant que quand l'appel d'offres a été fait, il y avait des projets français plus prometteurs, mais par amitié et par politique, c'est les Allemands qui ont le contrat. Ah voilà, le félin, c'est pas le lynx. C'est le félin. Mais c'était trop encombrant. HK. Ouais. L'hégémonie américaine. En ajoutant l'Europe à ses clients traditionnels en Asie et dans le Pacifique, les États-Unis sont plus que jamais la puissance dominante dans le secteur militaire. Le pays pèse pour 42% des ventes d'armes dans le monde entier, contre 34% sur la période de 14 à 18. Les ventes ont bondi au Japon, en Corée du Sud et en Australie. Tous ces pays se réarment face aux dangers chinois. Oui, parce que l'Amérique, en plus d'attiser parfois certains conflits, elle arme ses alliés. C'est très pratique, ça. Tu dis, il y a un danger, il vient de là, achetez nos armes. Et en plus, déjà d'une, ses alliés sont un bon pare-balles pour protéger le territoire américain, premièrement. Et deuxièmement, c'est bon pour le business. Voilà. C'est comme dire à vos voisins, attention, ceux d'à côté sont encore plus dangereux, prenez mes armes et défendez-moi. Voilà exactement de la politique avant le côté pratique d'avoir le contrôle et le pouvoir dire Made in France et cela casse des culs. Le cul passe très bien apparemment sur le chat. Tout à fait, dit Vagabond, merci, c'est ce que je disais. La souveraineté et les symboles de la France bradés à bas prix. Rien de neuf à l'horizon. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, Vagabond, l'histoire se répète et c'est ça qui est peut-être énervant en fait. On nous promet des changements, mais pour refaire les mêmes schémas qui ont déjà remarché. Il est déjà échoué aussi. Il est déjà échoué. Pour donner l'impression qu'on soit en perpétuelle évolution et amélioration, et en réalité, on est sur plat depuis plusieurs siècles. On touille toujours la même mélasse. L'industrie aéronautique militaire américaine a nettement renforcé sa suprématie avec la vente de 420 avions militaires au cours des 5 dernières années, dont 249 avions de chasse F-35. Ce F-35 pèse ainsi pour le quart des ventes américaines. Leur hégémonie est à peine dérangée par le petit poussé Rafale. Le CIPRI souligne ainsi que les États-Unis ont de nombreuses livraisons en attente, dont 1071 avions de combat, dont 785 F-35. La Russie, longtemps deuxième plus grande exportatrice d'armes au monde, doit désormais construire essentiellement pour elle, et va sans doute encore perdre des points à l'avenir. Les partenaires de Moscou se sont aussi considérablement réduits, passant de 31 à 12 pays de destination, ça c'est les fameuses sanctions, ces 5 dernières années.
L'Inde est le premier destinataire de l'arsenal russe, suivi par la Chine. Mais oui, on se partageait le client de l'Inde avec la France. Mais cette dernière, c'est-à-dire la Chine, a ralenti ses importations pour développer sa propre production. Ses importations d'équipements militaires ont ainsi diminué de 45% sur les 5 dernières années par rapport aux 5 des années précédentes. La Chine n'est quasiment plus un client de l'industrie mondiale de l'armement. Elle n'est pas encore devenue un exportateur très puissant, mais elle commence à investir plusieurs marchés, notamment en Afrique. Et pas que. Rappelle-toi, on avait vu dans le sujet justement sur le nucléaire avec Macron, qui va bientôt sortir. J'ai eu du retard sur les montages, ils vont bientôt sortir. Pas forcément dans l'ordre où elles ont été diffusées, mais dans cette vidéo, on voit surtout aussi que la Chine elle est en train de développer tout son effort justement sur le nucléaire, sur les armes nucléaires, développer leur capacité nucléaire, surtout sur ça. Ils ne sont pas sur, on va dire, de l'équipement militaire, on va dire, standard, ils vont justement sur le nucléaire. Ils veulent être une puissance nucléaire supérieure à ce qu'aurait pu être la Russie. En fait, ils voudraient dépasser, en fait, avec le bloc russe, en fait, avoir le monopole de l'arme nucléaire. Et c'est ça, justement. La Chine, elle exporte beaucoup de choses, mais elle sait aussi gérer son marché de l'arme pour l'interne. Ça montre aussi une préparation à un conflit plus vaste. L'Amérique est en train d'armer l'Océanie, le Japon, la Corée, parce que ce sera ces bases de là où elle gérera le conflit quand il deviendra entre la Chine et l'Amérique. Exactement. La Chine, elle, compte avant tout sur elle-même et elle développe en interne son armement. La France a aussi avait fait ça au départ. Après la Seconde Guerre mondiale, le commerce des armes françaises était pour la France avant tout. On produisait pour la France et le surplus était vendu. Gobelin dit, la dissuasion nucléaire, cela marche depuis la guerre froide, donc pourquoi s'en priver? Ouais, c'est comme un duel au soleil avec deux personnes qui commencent à être fatiguées et la détente est devenue de plus en plus sensible, forcément, on craint l'accident. Certains articles avaient été écrits avec l'AFP. Voilà. Et justement, il souligne ça, qu'il y a de plus en plus une demande d'armes dans le monde, que la Russie, elle, c'est pas qu'elle en produit moins, c'est qu'elle redirige plus vers elle, là où la France s'est arrangée donc plus de contrats avec des anciens clients aussi de la Russie, notamment l'Inde et une partie de l'Asie. Alors oui, la France produit de plus en plus d'armes, mais c'est pas pour autant qu'elle a de plus en plus d'armes pour elle. Et là, on voit sur le site statista.com les dépenses militaires en part du produit intérieur brut en France de 1950 à 2021. Là, c'était à l'apogée de l'investissement du produit intérieur brut pour armer la France. On était en pleine guerre froide. Et au fur et à mesure, ça s'est progressivement calmé. Là, on était... Par contre, je suis surpris, j'aurais imaginé qu'il y aurait une chute beaucoup plus brutale après la chute du mur dans les années 90. On n'était pas sûr que c'était une chute pérenne. Tous les journalistes l'ont crié, mais géopolitiquement, les gens se demandaient, non, ça peut encore reprendre. Non, j'entends bien, mais normalement, si la stratégie militaire, on va dire, des dépenses d'achat d'armement militaire, j'aurais imaginé que, tu vois, le pic qui serait pas venu dans les années 60, surtout que dans les années 60, il y avait la crise des missiles à Cuba. N'oublie pas aussi que c'est par rapport au produit intérieur brut. Donc, si le pays s'enrichissait, il n'avait pas besoin d'investir autant en part du produit intérieur brut. Exactement, oui, forcément. Et on était en plein dans les 30 glorieuses, donc forcément. Donc la part devait rester la même, en fait, en réalité. Le budget pouvait ne pas bouger, mais en numéraire, numéraire, il restait le même, mais la part au pourcentage du PIB, comme le PIB grossissait, forcément, ça donnait. Il diminuait. Et là encore, jusqu'aux années 90, la France était dans le standard qu'imposait l'OTAN, c'est-à-dire dépenser 3% du produit intérieur brut pour l'armement du pays. C'est la condition qui était à la base pour être à l'intérieur. C'est qu'on est dans une alliance militaire et on s'en donne les moyens d'être correctement responsable. Chose que Trump a critiqué il y a quelques semaines en plus. Il disait que, bien sûr qu'il allait dans l'OTAN venir en aide au pays qui payait la facture. Par là, il parlait justement de ce point-là. Ceux qui ont réellement investi les 3% du PIB dans l'armement, dans le militaire. Instant.
Gobelin, la dissuasion nucléaire, ça marche depuis la guerre froide, donc pourquoi s'en priver? Vagabonde, à débattre. Une excellente vidéo de Dirty Biology explique qu'en réalité, c'est pas si efficace que ça. Oui, d'ailleurs, cette vidéo, si je me souviens bien, elle est en 2 parties. Très intéressante, elle explique justement les mécanismes psychologiques et géopolitiques qu'il y a dans l'escalade de l'armement nucléaire. Gobelin, moi qui pensais que l'équilibre de la terreur est suffisant pour maintenir la paix. Tant qu'il y a équilibre, mais quand il y a surenchère, forcément, il y aura un déséquilibre à un moment donné ou à un autre. Dom mort, ah, bienvenue Dom mort, tu étais déjà là tout à l'heure, mais bienvenue sur le chat. La dissuasion nucléaire dissuade juste d'utiliser une seule arme, l'arme nucléaire. Toutes les autres armes, c'est open bar et guerre permanente. Et on va y arriver aussi, c'est super comme vous prédisez à l'avenir les sujets. En apparence seulement, dans la réalité, les conflits annexes sont toujours là, voire plus nombreux. Ou bien c'est des guerres par proxy. Là, on a vu que la France, proportionnellement, dépense de moins en moins de ses capacités pour l'armement, tandis que les exportations s'envolent. La production d'armes en France cartonne toujours, les exportations s'envolent, mais la France, elle, s'arme de moins en moins. Ou du moins, prend de moins en moins soin de son côté militaire. Vous avez parlé de la vidéo de Dirty Biology, mais je vais vous mettre plutôt celle de DTG. AI Devs to najlepszy taki kurs na świecie, a wiem to, bo niemal cały rok 2020 Tu entends bien? Non. C'est la pub. 23 poświęciłem właśnie Un instant. Un instant, mais c'est bon. Dites-nous si le son de la vidéo, vous l'entendez bien, vous. On va le lancer. Je pense savoir c'est quoi le problème. Il faut Alors, relancer le logiciel, des fois ça le fait. D'accord. Le son va couper 2 secondes et on le relance. La vidéo de Dirty Biology est très Il intéressante. t'entend mais... pas. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Là, ça devrait revenir. Mhm. Donc, vas-y, on lance la Attends un vidéo. instant. Qui veut s'appeler Un instant. Oui, la vidéo de Dirty Biology est très intéressante, mais elle explore tous les mécanismes qu'il y a dans la psychologie, dans la stratégie, etc. Celle-ci, elle est plus factuelle sur les données qui concernent l'exportation d'armes et la vente. Centrée autour de la France. C'est la chaîne Datagol. Vidéo marchand d'armes, trou de balle et poudre aux yeux. Qui veut sa paye prépare la guerre. Bonjour. Près de 6,8 milliards d'euros. Voilà le joli total affiché en bas du carnet de commandes des entreprises françaises de l'armement en 2013, soit une hausse de plus de 42% par rapport à 2012, notamment grâce à 8 contrats de plus de 200 millions d'euros chacun conclus dans le secteur aéronaval. Avec pas moins de 74 pays clients depuis 2010, la France est aujourd'hui le 5e exportateur mondial d'armement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui, la vidéo a 8 ans quand même. Vous voyez comme on travaille vite en France. Jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962, c'est l'armée française qui absorbait la majeure partie de la production nationale. Les exportations ne concernaient que quelques pays, notamment le jeune État d'Israël. Mais dans les années 1960, le général de Gaulle change de stratégie. Il déclare un embargo sur l'État hébreu et oriente les ventes d'armes vers 2 grands pays producteurs d'un pétrole dont la France raffole. L'Irak de Saddam Hussein et l'Arabie Saoudite. Cette même Arabie Saoudite qui est aujourd'hui le premier client de la France avec près de 2 milliards d'euros de commandes rien qu'en 2013. Les armes, ça crée des liens. Mais n'allez pas croire que la République vend tout cet arsenal les yeux bandés. Chaque entreprise du secteur et chaque vente négociée doit recevoir une autorisation spéciale, souvent accompagnée de conditions d'utilisation précises, comme l'interdiction formelle de revente de ces armes. Le moindre contrat est validé par le président de la République et le business de l'armement devient un enjeu diplomatique, ou pas. Car côté rentabilité, la meilleure option reste encore de jouer sur tous les tableaux. Prenons l'Inde et le Pakistan. Depuis le début du conflit en 1947, le matériel tricolore brille
brille sur les champs de bataille. Quand, dans les années 1950, l'Inde utilise des chasseurs ouragans que la France lui a vendus, le Pakistan répond dès les années 1960 avec les Mirage 3E, poursuivis dans les années 1980 par les Mirage 2000 indiens, eux-mêmes menacés par les batteries anti-aériennes Mistral livrées au Pakistan en 1991. Dans ce marché de gros contrats, il faut savoir mettre tous les atouts de son côté. L'armement ne connaît pas les pots de vin, simplement les frais commerciaux exceptionnels qui peuvent atteindre 11% du montant des transactions. En Arabie Saoudite, le contrat pour la rénovation de la flotte remporté par la compagnie française DCNS en 1994 a permis de verser plus de 46 millions d'euros au prince sultan, près de 30 millions pour son frère Fahd et 41 millions aux autres princes. De quoi les convaincre de signer en bas de la page. Jusqu'en 2000, l'État français rendait même ses commissions déductibles des impôts. Mais tout va bien. Depuis le protocole de Genève en 1926, la France participe à 26 programmes d'encadrement du contrôle des armes. Et, en tant que membre de l'Union européenne et de l'ONU, elle est également soumise à des embargos sur 15 pays et 7 forces non gouvernementales. Sauf que le business l'emporte parfois sur les bonnes intentions. La Chine, par exemple, est soumise à un embargo depuis le massacre de la place Tiananmen en 1989. Mais l'Union européenne accorde régulièrement des dérogations à ses États membres. La France a ainsi pris la 2e place des exportations militaires vers la Chine. Elle totalise 100 millions d'euros de commandes par an depuis 2009, juste derrière la Russie. Dès 2010, Nicolas Sarkozy, alors président, soucieux de la bonne santé commerciale du secteur, suggérait même l'abandon des sanctions vis-à-vis de la Chine. Et tant pis pour les violations des droits de l'homme de Pékin qui, elles, n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, l'Asie et le Moyen-Orient représentent plus de la moitié des commandes mondiales d'armement. Voilà des zones du globe qui, grâce à des tensions permanentes, permettent de maintenir un marché légèrement en baisse ces dernières années. Après tout, dans la vente d'armes, le plus important, c'est la vente. La politique de l'autruche avec l'euro. Oui, et la politique de l'autruche maintenant, c'est ce que c'est une politique qui court vite, une politique qui fait de grosses. Attention, là, on va être censuré en Chine. On a parlé d'un des 3T que l'Institut Confucius nous sommait de ne pas parler. C'est l'un des 3 ou 4 poisons qu'il faut C'est pas les avoir. 3T. Tiananmen, Tibet, Tibet. Taïwan. On parle à voix basse pour qu'ils ne nous entendent pas. Les Chinois ne s'entendent pas. Est-ce que vous nous entendez? Gobelin, je l'avais vu à l'époque, mais cela fait du bien de la revoir. Oui, des données factuelles, c'est toujours bon à prendre dans leur contexte. Free Tibet, oui, c'est du Tibet sans sucre. C'est, vous voyez à quel point en fait la France a rapidement remonté la pente au niveau de l'exportation des armes. Là, pratiquement l'ensemble de l'industrie française commence à crouler sous différentes choses. L'armement, lui, c'est une valeur sûre. C'est ça la valeur refuge, en fait. L'armement français. Pas pour les Français, mais pour le commerce français. De toute façon, c'est une valeur refuge dans un sens. Parce qu'en temps de crise, les armes montent. Non, mais c'est vrai. Non, c'est le commentaire. Free China. Pas mal de morts. Tu vas voir, d'hommes morts, prochain sujet, on va parler de... Il y a rien bien. On va parler de la Chine indirectement. Bon, bref. Oui, on a un chat très cosmopolite ce soir. Tout le monde libre, la liberté pour tout le monde, voilà. Free Arabia, Free China, Free Tibet. Et justement, on sait que les guerres, bien sûr, font varier le cours de la vente d'armes. Plus il y a de conflits, plus on en vend. Mais parfois, de simples mots aussi suffisent à agir sur la qualité de l'indice boursier de ces entreprises qui fabriquent les armes. On va prendre, par exemple, Thales Group, le principal... Qui fait les puces militaires. C'est sa spécialité dans l'armement. Aussi Dassault Aviation, qui lui fait les avions de chasse. Mais attends, reviens sur les graphiques où tu étais. On va regarder sur un an. Parce que là, tu es sur un jour. Donc, on va regarder... il me faut sur 6 mois. Sur 6 mois? Ouais. Bon, là, il y a eu un petit crash. Ah, tu vas voir. Ça va être plus marrant quand on le verra à la... Mais aussi Thales sur 6 mois, pour qu'on puisse bien comparer les deux. Une corrélation, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Non, tu vois, Thales, il est en progression. Hein. Ah, mais tu vas voir, il y a des mouvements qui sont synchronisés. Va sur cet article-là. Ce qui nous renvoie à une des vidéos qu'on avait fait il y a justement quelques semaines, on en parlait déjà dans la partie d'avant. Oui, Free Bretagne, Gobelin, on a compris. D'ailleurs, Gobelin, aujourd'hui, il y a eu Bolloré qui est passé au procès stalinien sur CNews. Et Free France. Et je pense que ce sera un de nos prochains sujets. Je vais traiter ça. Je Mhm. pense que vraiment, là on tient quelque chose. J'attends le passage d'Hanouna demain. Et je pense que dans les prochaines vidéos, il y aura ça qui va être fait. On va faire une petite analyse des procès staliniens qui sont actuellement en France. Le top 10 des meilleurs moments des procès. Exactement, on va faire un petit condensé. Là, c'est même pas l'article qu'il nous faut, c'est juste ça. Vous vous souvenez, Macron avait fait une déclaration sur le fait de partager la dissuasion nucléaire avec l'Union européenne. Il a fait ça aux alentours du 4 février. Le principal chose à retenir, c'est que la force dissuasion nucléaire, on ne peut pas la monétiser. Ça, c'est encadré par les commerces mondiaux, on ne peut pas vendre les armes nucléaires. Donc, qu'est-ce qui se C'est passe les accords de Genève qui le réglementent. Exactement. Donc, quand il se passe quand on fait la promotion d'une arme que l'on ne peut pas vendre, ça impacte le commerce. 4 février. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4 février? Un instant. Là. 2 février, 6 février, et ensuite, paf. L'action de Thales a baissé. De même pour Dassault Aviation. Là, Macron ne dit rien, donc l'action elle monte. Macron l'ouvre, et paf. Diminution des actions. Bon, moi, je le vois pas comme ça, Adam. Mhm. Moi, je le vois plutôt comme une correction du marché. Mhm. Euh, Mais il y a un mouvement descendant, Bah non, momentané. là, moi, je le vois Ensuite, en ça se montée. corrige. Hein. Moi, je le vois en montée. Hein. Pour le moment, Oui, parce que Macron a dit autre chose ensuite. parce que regarde, là, il est venu casser une barre. Là, par exemple, il est venu casser une barre ici, Mhm. le 5 mars. Tu vois, il faut regarder les courbes précédentes. Il a cassé les hauts historiques sur 6 mois. Donc là, pour moi, le marché, il est haussier hein, pour le moment. Oui, mais justement, on y arrive. Parce que ça, c'était ce qu'il avait fait le 4 février. Mais il y a une semaine ou plus, un peu plus, même pas, quand il disait d'envoyer des troupes françaises envoyées au front, donc le 11 mars, là, 11 mars, l'action avait légèrement aussi changé. Attends, là, voilà. Chute aussi. Il y a comme... c'est pas à la taille d'un Elon Musk qui s'amuse à faire varier le cours du Bitcoin. Non, non, je le vois pas comme ça, Adam. Vraiment pas. Hum. Je le vois comme, tu vois, il y a toujours forcément une montée et une correction du marché. Mhm. Là, le marché, il était, tu vois, avant ça, depuis 10 jours, il était qu'en montée perpétuelle. Ouais. Bon, il fait son asson. Effectivement, il y a une baisse, mais, Attends un instant. mais là, il est en train de repartir, tu vois. Mhm. Parce que tu vois, s'il avait baissé, il aurait dû casser la courbe précédente d'ici, tu vois. Mhm. Attends. Sur un mois, parce que ça c'est encore récent. Mais là, pour Thales, à la déclaration, là effectivement, t'appelles ça une simple correction, c'est ça? Ouais, c'est une simple correction pour moi. C'est pas encore un sursaut mondial. Non. Non, non, non. Non, c'est une simple correction du marché. Regarde sur 5 ans. Là, on est à la fin. Tu la vois pas sur 5 ans. Au contraire, depuis la guerre en Ukraine, le marché, il fait que monter. Hein. Ouais, justement. Enfin, justement, je m'exprime mal. La parole je veux dire de Sarkozy. La parole de Macron influe légèrement, mais c'est surtout les événements qui déterminent en fait la vente des armes. Ah oui, non, ça c'est Et- par contre, ça, c'est certain. Les événements déterminent. Mais de toute façon, les événements déterminent le marché tout court, Adam. Mais les déclarations, par exemple pour le Bitcoin. Oui. Non, mais là, c'est parce que c'est les particuliers. Mhm. Là, tu rentres. Les particuliers sont très peu sur l'armement ou ce genre de choses. Généralement, c'est plutôt la bourse traditionnelle. Ce sont des entreprises qui sont cotées au CAC 40. Généralement, les particuliers restent en dehors de ça. Le particulier, il va voter sur quoi? Enfin, il va
il va parier sur quoi? Les technologies. Regarde, tu remarqueras pourquoi ça a été Tesla. Tesla a été une bulle. Oui. Ils vont voter sur Apple. Enfin, ils vont statuer sur Apple, sur l'IA, sur les projets, on va dire, où ils pensent que ça a un avenir, où le particulier pense que ça a un avenir. Mais l'armement, si, il doit en avoir certains qui doivent, mais c'est pas, ça reste minoritaire en fait. Effectivement. Rapide reprise du chat. Vagabonde, c'était l'erreur de l'Ukraine d'ailleurs, se débarrasser de son arsenal nucléaire en espérant que la protection de l'UE, efficace sur le papier, la réalité est une autre chose. L'Ukraine, oui, petit rappel historique, était une force nucléaire. À l'effondrement du bloc soviétique, l'Ukraine avait conservé les têtes nucléaires qui avaient été déposées sur son territoire. Mais elle a négocié aussi son indépendance, justement, avec ce temps. Et justement, c'est pour ça que Vagabond dit que c'était l'erreur de l'Ukraine. Elle s'est débarrassée, elle a accepté de se dénucléariser en échange de non-attaque, de non-agression de la part de la Russie et de n'importe quel autre pays. Elle a dit, on se débarrasse de nos armes nucléaires, par contre, on nous fout une paix royale. Il est à parier que peut-être Moscou n'aurait pas eu la même facilité à s'en prendre au territoire ukrainien si ça avait été une puissance nucléaire. D'ailleurs, dès le début du conflit, non, pas dès le début, après les premiers mois du conflit ukrainien, Poutine avait déclaré qu'il ne fallait pas oublier que c'était une puissance nucléaire, une façon de rappeler que Poutine pouvait appuyer sur l'envoi des... Ah, mais tu sais que là, j'ai lu un article passé, apparemment, il a vraiment évité à la claquer sur l'Ukraine. Hein. Et comme pour autre chose, c'est la Chine qui avait tempéré les ardeurs, justement. Je me rappelle Xi Jinping, à ce moment-là, qui venait assez régulièrement voir Poutine pour essayer de... Oui, c'était Xi Jinping qui s'était imposé en tant que médiateur, en tant que personne qui voulait calmer la Russie. Ça avait bien caché. Effectivement, à une grande... quand on prend ça sur plusieurs années... Non, surtout, regarde, 2022, tu vois, parce que, regarde, au niveau du Covid, c'est resté stable. Tu vois, parce que il y avait pas vraiment une menace. On ne prépare pas des armes contre un virus. Par contre, après, 2022... il y avait une baisse. C'est pas resté stable, ça s'est baissé. Covid-19, ouais, c'est ça. Il y a une baisse, et là, ça a fait une relance 2022 avec la guerre en Ukraine. Et donc, les épidémies mondiales sont mauvaises pour la vente d'armes. Exactement. Ça semble logique. Oui, je sais. C'est des virus qui font gratos ce qu'ils doivent payer pour pouvoir le faire. En fait, le Covid, c'est... Et puis, part aussi du principe que dans la bourse, il n'y a rien de rationnel aussi. Ah, d'accord. Ouais, il n'y a rien de rationnel. Je cherche tout le temps des schémas. Non, il n'y a rien de rationnel. Pourtant, je le voyais tellement bien. Et à l'instant, comme dans la vie, visiblement, les gouvernements ne pigent pas. Tiens, des gouvernements qui ne tiennent pas parole. Étonnant. Mais justement, en parlant de tenir parole, la France, deuxième exportateur maintenant mondial d'armes, mais déjà sur le territoire français, on avait une partie voulait que la France soit plus transparente sur la façon dont elle accorde les ventes d'armes, la façon dont elle, qui sont les clients, à quel but, etc. Ce qui nous envoie une petite vidéo d'Amnesty International, qui date cette fois-ci pas de 8 ans, mais à peine de 2 ans, 2022, qui parle justement du fait que les meilleurs contrats de l'armée, les meilleurs contrats de vente d'armes sont souvent tenus un peu plus en silence. On parle des chiffres, mais on va moins appuyer sur qui est le client, ou alors quand on dit qui est le client, on va pas parler de l'usage qui doit être fait de ces armes. Un instant. Faire une campagne, vous connaissez ? Et non, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a plus de 2 ans, nous avons lancé une campagne sur les ventes d'armes de la France, car la France et les armes, c'est un problème. Un gros problème. Car oui, elle est 3e exportatrice mondiale, mais ne respecte absolument pas les engagements qu'elle a elle-même pris. Bref, je m'appelle Sarah Roussel et j'étais en charge de mener à bien la campagne Silence on armes. Petit flashback. Nous sommes en septembre 2019 et 24 jeunes militants d'Amnesty décident de devenir nos ambassadeurs. Leur mission ? Sensibiliser, interpeller, mobiliser. 24 jeunes, c'est peut-être un détail pour vous. Pourtant, très rapidement, en novembre 2019, 250 000 personnes interpellent le président de la République Emmanuel Macron sur un sujet délicat, le conflit au Yémen. Un des pires conflits au monde. Problème ? La France vend des armes à une coalition de pays.
une coalition de pays qui commet des crimes de guerre. En amont commençant, la France viole des traités internationaux, donc la loi. Bref, Emmanuel Macron doit bouger. Et il ne fait rien. Pourtant, un mois après, le 12 décembre, 12 jours avant Noël, la Cour pénale internationale est saisie par les ONG pour enquêter sur les vendeurs d'armes et sur les autorités en charge de donner leur accord. Car oui, la justice internationale est une voie pour lutter contre l'impunité. En février 2020, nouvelle année, nouveau problème. Le Barry en bout accoste sur les côtes françaises. C'est un gros bateau, un très gros bateau pour transporter des armes. Du coup, branle-bas de combat. ONG, syndicats et citoyens se mobilisent. Grâce à vous, on est là, on est présent et surtout, on se fait entendre. Ce n'est pas pour embarquer des camemberts ou du cidre. Mars 2020, nouveau problème. Oui, encore. Le Covid est là. Nous sommes en guerre. On fait du pain, on porte des masques et les militants d'Amnesty trouvent le moyen de se faire entendre. Bref, on est ensemble, on ne lâche rien. Et ça paye. En juin 2020, je cite, « Le rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armes de la France en 2019 intègre enfin les données du rapport annuel au traité sur le commerce des armes. » Dit plus simplement, c'est une avancée sur la transparence des ventes d'armes de la France. En juillet 2020, révélation. Des militaires saoudiens seraient formés par la France, en France. Là, clairement, la France continue de violer ses engagements internationaux. Heureusement, 3 mois après, la France est enfin pointée du doigt par le groupe d'experts éminents sur le Yémen du Conseil des droits de l'homme. Et là, tout s'enchaîne. Fin 2020, suite à plus d'1 an d'enquête, des parlementaires proposent un renforcement de la transparence et la mise en place d'un véritable contrôle parlementaire. Janvier 2021, nouvelle révélation. Des armes françaises sont utilisées pour réprimer les manifestants pacifiques au Liban. Et enfin, en juin 2021, le Premier ministre Jean Castex propose un décret sur la transparence des ventes d'armes de la France. Et cette année, nous remettons vos pétitions exigeant plus de transparence sur les ventes d'armes de la France. Grâce à votre mobilisation, les lignes bougent. Vos interpellations et actions diverses nous ont permis d'enchaîner les rendez-vous de plaidoyer pour secouer les décideurs politiques et de faire des ventes d'armes de la France un sujet qui émerge véritablement dans le débat public. Alors oui, ce n'est pas fini. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut continuer de se mobiliser. Alors on compte sur vous. Bon, Et- moi je vois pas après, tu vois, que des pays vendent des armes dans le but de se défendre, oui. Après, tu vois, provoquer des guerres pour en vendre, pour moi c'est un problème. Oui, il y a un énorme. Et c'est ça le problème, en fait, pour les Américains aussi, comme pour les Russes, etc. Mais on peut parler de la France ici. Il y a un enchevêtrement entre la vente d'armes et la politique française. Et en même temps, la politique militaire française. Les militaires en France sont de moins en moins bien armés. Mhm. En même temps, la France vit par le commerce des armes en partie et s'arrange alors pour décrocher des grands contrats à l'extérieur, quitte à aller contre ses engagements. Autant on pollue chez les autres, mais maintenant aussi on arme et on fait couler le sang chez les autres. Mhm. Et quand on va directement aux politiciens leur dire qu'il ne faut pas vendre ici, ça, ils disent que c'est le business, qu'ils ne peuvent pas toucher à cela. C'est pas eux qui décident. Si, sauf que en fait les business sont stratégiques et que généralement l'État a des parts dans ces boîtes-là. Voilà. Et justement, l'État se défend en disant que c'est du business, donc ils ne peuvent faire rien, mais en même temps, c'est l'État qui donne les autorisations pour les ventes d'armes, pour les grandes ventes d'armes, celles qui changent des choses. En des fait, choses ça de dépend, c'est géométrie variable, c'est toujours comme ça. C'est privé, on peut pas venir quand ça les arrange. Par contre, ça vient emmerder le privé quand ça les arrange aussi, quoi. Voilà. Voilà. Du coup, une action pour essayer de renforcer la transparence, qui pour l'instant n'a rien donné, enfin rien de très très concret, c'était déjà une bonne chose. Ouais, Castex, après avoir fait cette proposition de loi, il n'a pas tenu 4 mois, non? Non. Il est... Bon, il a pas dégagé parce que c'était le problème, c'est parce que c'est la Macronie, en fait. Ils sont obligés d'avoir un turnover. C'est McDonald's, la Macronie. On ne peut pas tenir le rythme. Je suis étonné que Macron tienne le rythme de Macron, mais ça reste Macron. Oui, il a dû attraper un rhume. Et ouais, pour finir, parce que transparence ou pas, il y a quand même, on peut tracer certaines choses. On est deuxième exportateur mondial, d'accord, mais pour quel pays? Vers quel pays on exporte justement les armes? Et là, on retourne sur le site de Statista, l'article « À qui la France vend des armes ?» En 2022, les commandes d'exportation des entreprises françaises de défense ont atteint un niveau historique, soit environ 27 milliards d'euros, selon le rapport annuel du ministère des Armées. La France a ainsi conservé son rang de troisième plus gros exportateur mondial, derrière les États-Unis et la Russie. Les auteurs du rapport notent que les chiffres s'inscrivent dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine qui a poussé de nombreux pays à augmenter leurs dépenses de défense.
Mais à qui la France vend-elle principalement des armes? Comme montre notre graphique, ici, et on commence à énumérer. 10 clients ont représenté à eux seuls 72% de ces 113 milliards d'euros d'équipements militaires exportés au cours de la décennie écoulée, de 2013 à 2022. Les pays qui ont commandé le plus d'armes auprès de l'industrie française sur ces périodes sont d'abord les Émirats arabes unis, avec 21 milliards d'euros, ensuite l'Égypte pour 12 milliards d'euros, suivi par le Qatar pour 11 milliards, l'Inde, c'est un client fidèle ça. Avant que tu ailles plus loin dans le graphique, je vais répondre à Vagabond au message qu'elle vient d'envoyer. Ce qui me dérange, c'est déjà la vente d'armes à l'étranger n'est pas transparente, mais en plus, l'armée française, surtout l'armée de terre, est très mal équipée. Ce déséquilibre est le plus problématique selon moi. Ça n'a pas de sens d'un point de vue stratégique. Bah, en fait, Vagabond, je vais t'expliquer. Hein. Tu me dis si je délire ou... Moi, je vois un peu la France un peu comme le père Fouettard, qui envoie ses militaires mal équipés livrer des armes de pointe dans des pays. Tu vois, on dit souvent, hein, c'est le cordonnier le moins bien chaussé, tu vois. Oui, mais là, dire que c'est le vendeur d'armes qui est le moins bien armé, ça devient ridicule. Oui, mais c'est ridicule, oui. Mais Et je vois bien, tu vois, les militaires français mal équipés en train de livrer, tu sais, les caisses, tu sais, ils viennent avec un avion en train de déployer. Limite, ils font la manutention, la logistique et tout, tu vois. ben, ils avaient dit, hein, les soldats de l'Arabie Saoudite, somaliens, qui étaient venus se former directement en France. Et c'est ça, justement, cette dissonance cognitive, comme on dirait pour une personne, mais là, c'est au niveau d'un État entier. Donc, c'est une dissonance diplomatique stratégique où, en même temps, on produit beaucoup d'armes, on peut armer n'importe qui, mais le pays en lui-même ne doit pas être armé. En même temps, ce pays doit aider d'autres pays, dont parfois même les intérêts divergent à long terme, de la France, à mieux être équipés et à mieux utiliser leur équipement. Mais je fais l'avocat du diable, tu vois. Si elle est capable d'équiper qui elle veut, si la France en a vraiment besoin, elle peut l'équiper aussi. Mais ce sont des commandes à flux tendu, en partie. Et il faut encore savoir utiliser cet équipement. Si la France produit ne serait-ce que les meilleurs avions de chasse, par exemple, j'exagère, mais elle fait les meilleurs avions de chasse, mais qu'elle n'apprend pas aux pilotes français à l'utiliser, et que maintenant il y en a besoin, là maintenant, ben, ils sont inutilisables en l'état. C'est comme pour l'Ukraine. Entre le moment où ils ont dit on va vous livrer des avions de chasse, mais d'abord on va former vos pilotes, il y a presque 2 ans qui sont écoulés. Vagabonde, certes, mais entre des chaussures et des armes, il y a une différence quand même. C'est aberrant. Alors, je le fais pas dire, Vagabond. Mmh. Surtout quand on continue. Après l'Égypte, le Qatar, l'Inde, l'Arabie Saoudite, mais il y a même la Belgique. On C'est équipe normal. la Belgique Ah, c'est normal en même temps. parmi nos meilleurs clients. Bah, ça me semble logique, c'est un pays francophone. Certes, mais pourquoi les Belges auraient besoin d'armes? Tu vois, ça te fait rire. Bon, ils ont aussi leur lot de saloperies aussi, les Belges. Faut arrêter de... Oui, mais tout de même. C'est ça. Et voilà. C'est Vagabond qui a le mot de la fin. C'est aberrant qu'il y ait une telle dissonance entre la France qui, elle, aurait besoin d'un nouvel équipement, a les moyens de les produire, a l'argent pour ça, mais en même temps, non. Moi, C'est ce le que je vois business surtout, qui- c'est que les principaux clients, c'est les BRICS, en fait. Hein. Mhm. Les BRICS qui sont le concurrent du monde C'est occidental. c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Macron, il s'est peut-être senti vexé de ne pas avoir été convoqué au sommet des BRICS, sachant qu'il est lui-même le dealer d'armes. Mhm. Donc, il se sentait, tu vois, genre... ouais, vas-y, je te file ton shit, tu peux au moins me dire merci, vieux. C'est le dealer qui n'a pas son passe VIP. C'est ça. Attends. D'hommes morts. L'Irak aussi doit importer de l'essence, faute de raffinerie sur place, alors qu'il exporte du pétrole. Oui, mais il pourrait. Enfin, depuis le temps, l'Irak aurait pu faire ses propres raffineries de pétrole, ça c'est vrai. Vagabond. Cependant, il y a une certaine hypocrisie. Par exemple, la Côte d'Ivoire est équipée d'une nouvelle génération de moyens de transmission français, mais ils ne sont formés qu'à 10% des capacités du matériel. Qu'est-ce que tu entends par ils ne sont formés qu'à 10%? Ils savent utiliser que 10% de l'équipement, ou est-ce qu'il y a que 10% des soldats qui savent utiliser ces moyens de transmission français? En attendant la réponse, je rappelle aussi un autre contrat qui était passé sous le nez de Macron. L'Australie.
Oui, non, mais... L'eau- non, non, vas-y, parle pas des choses qui font mal, là. Parce que là... T'as tapé Bayrou, on tape sur l'Australie. Non, non, c'est pas l'Australie, le problème. C'est que il a vendu une technologie, il nous a enflé, quoi. Il a vendu une technologie stratégique de la France qui était... S'il l'a vendu, c'est plus de la haute trahison, c'est du business de maladroit. c'est du vol industriel. Mais non, c'est super comme carte joker. Vous pouvez pas m'accuser de trahison, c'est une bêtise. Voilà. Je peux pas savoir. Personne m'a mis au On courant. peut pas condamner l'incompétence, hein. Ce sera l'avocat de Macronie qui dira ça pendant des années ensuite. Vous pouvez pas condamner l'incompétence de mes clients. Ils n'avaient rien fait. Vagabond. Ils ne savent s'en servir qu'à 10% des capacités du matériel. Mais voilà, on a vendu le super ordinateur à une personne qui a besoin juste de vérifier ses mails. Tout en lui disant qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut. C'est ça. Donc voilà, on arrive à la fin de ce sujet. La France vend plein d'armes, mais ça peut pas pour autant dire qu'elle est bien qu'elle est en moyen de se défendre contre quoi que ce soit ou contre quelconque offensive. Yvan souligne le côté important. Beaucoup de ces armes vont aux BRICS. BRICS qui montent sur tous les points, pas seulement économique maintenant, militairement. Et il n'y a que les États-Unis pour essayer de réellement armer son bras armé du Pacifique. Exactement. Et puis ça tient, tu vois, les petites visites qu'on avait traitées il y a quelques mois de Macron, justement, Pacifique et Océan Indien, où il allait commencer à mettre les bases allouées de la France pour la... Ou comme appât, au bout de la canne à pêche, il mettait l'autonomie. D'ailleurs, c'était parmi nos premières vidéos, ça. Oui. Mhm. Ils ne Par savent contre- s'en servir en étant donnés par les Français, les Ivoiriens, et qui se dit... L'homme mort, tu es toujours sur le fil. Je ne le lis pas, Dunbar. Pas haute voix. Pas haute voix. Cela dit, t'en penses pas moins. Non, je pense pas, alors pas du tout, tu vois. Ouais, les gens. Mais par contre, c'est bien que tu aies souligné pour la bourse, parce que là, je commençais à y voir un possible schéma, mais non. Apparemment, les vendeurs d'armes ne prennent pas Macron au sérieux. Peut-être c'est un retour encore de bâton de l'Australie. Tu sais, Non, les pas- boomerangs. Non, parce Australien. qu'en fait, si tu veux être un bon investisseur, ce que Macron, il te dit, faut faire l'inverse. Tu vois, si Macron te dit que ça va marcher, tu vas contre ça, en fait. Tu verras, économiquement, ça tient. En fait, les indications, c'est de dire ce qu'il faut. En fait, il faut faire l'inverse de ce que Macron te dit. C'est le conseil économique de la soirée. Mince. J'investis personne, c'est pas un conseil en investissement. Mais voilà. voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aux différents liens qui se trouvent ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo si vous trouvez que c'est pertinent. Ça nous donne beaucoup de force. Et aussi, allez voir nos vidéos sur Macron qui parle de partager l'arme nucléaire française. Parce que, elle était pas mal aussi, celle-là. Elle était très dans l'actualité à ce moment-là, celle-là. Et aussi, partager la vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet.